À la fois acteur, réalisateur, producteur et scénariste, Joseph Kumbela est un cinéaste congolais pluriel. Découvrez-le à travers ses propres mots. Kelly. Ça fait plaisir de vous parler officiellement. Dire que le 7e art, c'est un travail difficile. Ben, c'est-à-dire que c'est un métier très difficile, hein, le 7e art. C'est-à-dire que c'est un métier où la compétition est énorme, donc on est beaucoup qui veulent faire ça, mais il y a peu d'élus. C'est-à-dire qu'il y a peu qui vont avoir la chance d'accéder à un niveau peut-être international ou de reconnaissance. Donc je pense qu'il faut s'accrocher. Vous voyez, c'est comme aujourd'hui on parle de la place de la femme dans le cinéma, qui devient un débat presque très difficile. Donc, les femmes sont en train de se battre et moi je salue cette force, cette volonté de pouvoir se mettre en avant. C'est la même chose pour, par exemple, nous, Noirs, Africains. Donc, on est un peu presque au même niveau. Être femme, c'est difficile de faire un film, et être noir et africain, c'est encore difficile aussi. Donc, vous Et voyez ce que oui, je comprends. Et c'est peut-être plus difficile. Pas, c'est je ne très dis pas difficile. parce que je suis femme, mais avoir, comment dire ça, pas doublement, mais carrément, si je peux me permettre, triplement. Donc, être femme, noire et africaine, ça, Exactement, c'est exactement. compliqué, quoi. C'est très compliqué et donc on doit vraiment se battre et dans le sens, surtout ne pas baisser les bras, c'est-à-dire que moi je suis très en contact avec les jeunes cinéastes africains qui vivent en Afrique, qui essayent de faire les choses. Moi, je les encourage. Je les encourage dans le sens qu'il faut continuer de se battre. Il faut se battre parce que l'histoire, c'est nous qui devons l'écrire. Ce n'est pas les autres qui vont l'écrire à notre place. Vous voyez, notre cinéma est encore très en retard par rapport au reste du monde. Certes, il y a le Nollywood, le cinéma nigérian qui a maintenant qui a une place importante dans le monde. Hein. C'est parce que Nollywood et l'Inde, ce sont pratiquement les deux pays qui produisent le plus. Mais quand on parle de la qualité, ça devient un autre problème. Assez récemment, j'ai vu, il y a une vidéo qui a circulé sur Idrissa Ouedraogo. Moi, j'adore le travail qu'il a fait. C'est un grand cinéaste, merci à lui, que paix à son âme là où il est. Mais je pense que c'est des gens qui ont écrit déjà quelque chose, ils ont sémé une graine. Maintenant, nous, on doit suivre ces directions-là. C'est-à-dire que faire des cinémas de qualité. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, Parce qu'il a eu, il a même parlé de ça aussi. Hein. Le débat, il a dit, l'histoire, c'est nous qui devrons l'écrire. Ce n'est pas les autres qui vont l'écrire à notre place. Donc, il faut se absolument. battre. Mhm. Voilà. Ça, c'est une bonne vision de la chose. Mais pour, comment dire ça, faire marche arrière un tout petit peu, parlons de vos débuts. Parce que vraisemblablement, vous n'en êtes pas arrivé où vous êtes aujourd'hui, juste comme ça, en claquant des doigts. Donc, comment est-ce que vous avez décidé déjà d'entrer dans le milieu du cinéma? Pourquoi le cinéma? Pourquoi pas d'autres? Je sais pas moi, la photographie, les arts plastiques, quelque chose comme ça. Alors, moi, j'ai commencé d'abord par la mode. Donc, je suis Ah, styliste à la base. ah, ok. Et voilà, je suis styliste. J'avais créé une ligne de vêtements, et, toujours en Suisse, à Zurich, et qui avait bien marché, c'est dans les années 80. Et après, j'ai eu envie d'un changement. Enfin, toujours un événement arrive que on passe à autre chose. Alors, je suis allé passer une partie de ma vie un peu en Asie, au Japon. J'ai passé 8 mois. Et après mon retour du Japon, je voulais venir aux États-Unis. Je suis venu aux États-Unis, je passais un peu de temps à New York. Et après New York, je suis allé à Los Angeles. Ok. Et à Los Angeles, j'ai dû évoluer dans un milieu d'artistes et des acteurs. Vous me diriez 80% de la population à Los Angeles, ils sont presque dans le showbiz. Hein. Soit ils sont Absolument. musiciens, ils sont acteurs, ils sont producteurs, etc. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivé dans ces métiers. Et sur mon chemin, j'ai eu la chance de rencontrer un producteur suisse qui a produit, c'est probablement l'une des plus grosses productions suisses. C'est un film tourné en anglais. C'est La part du serpent. C'est avec euh, McDowell qui avait joué dans Orange Mécanique, qui avait le rôle principal. Et puis, le producteur, il cherchait un noir qui parle l'anglais, mais qui est d'origine africaine, c'est-à-dire qu'avec un accent. Parce que le film se tournait Genève et l'Afrique.
Mm. Alors, je suis allé passer ces castings. Et là, le producteur, il a dit, c'est avec lui. C'était un second rôle. Et donc, il m'a pris. Donc, il m'a ramené en Suisse. Et donc, je suis revenu en Suisse. Donc, c'est un peu le hasard qui fait que peut-être que les États-Unis, ce n'était pas l'endroit où je devais être. Donc, il fallait que je retourne en Suisse. Et donc, on a fait ces premiers films. Et c'est un film qui a plutôt bien marché. Et le producteur, il a bien aimé le travail que moi j'avais fait. Et puis, les contacts est bien passé, la relation. Et le producteur, il a voulu me donner une deuxième chance. C'est-à-dire que, parce qu'il aimait mon travail d'acteur, il a dit on veut monter un film avec toi en premier rôle, cette fois. Donc, ils ont écrit un scénario, je dirais presque un scénario sur mesure, donc où j'avais le rôle principal. Et le film s'appelle Jito Lingra. Et c'est un film qui a plutôt bien marché. Et d'ailleurs, le producteur, jusqu'aujourd'hui, il le dit encore, il est à la retraite. Hein. Il a dit, dans toutes ses productions, ces films-là a été le plus grand succès. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir le prix d'interprétation pour ces films-là. Weo Fespaco en 93, c'est ça? 93, exactement. Bien. Du coup, ma vie a changé, donc je consacre toute ma vie dans le cinéma. Donc, j'ai Mais envie... Oui, pardon. allez-y, allez-y. Non, je voulais dire que je consacre pratiquement depuis ces films, je n'ai pas relâché, je travaille que pour le cinéma, je vis pour le cinéma. Donc, le cinéma m'a sauvé, m'a changé aussi de ma vision du monde. Et donc, tout ce que j'essaye d'écrire ou de faire, c'est en rapport avec l'Afrique. Oui, c'est vrai. Donc, deux choses déjà. J'ai remarqué à travers les bandes annonces et tout, effectivement, tout a trait à l'Afrique. C'est par exemple, c'était quoi, colis postal que j'ai vu le dîner. Donc, et Exactement. d'autres trucs que vous avez fait. Je me suis rendu compte qu'il y a toujours ce lien à l'Afrique là, parce que vous êtes africain, on ne peut pas s'en défaire. Mais on ne peut pas s'en défaire parce qu'en fait, je me suis rendu compte que tous les réalisateurs qui m'ont inspiré, en fait, ils se sont inspirés de soit de leurs origines, soit de leur propre travail. Et j'aime notamment beaucoup la peintre Frida Kahlo, parce qu'elle dit une chose qui est très vraie. Elle dit, pour créer le paradis, il faut puiser dans son propre enfer. Donc aujourd'hui, le cinéma que moi j'ai envie de raconter, je le puise en Afrique. C'est-à-dire que de mes origines, je suis né en Afrique, même si j'ai plus vécu en Europe, mais je pense qu'on n'oublie pas d'où on vient. Moi, j'ai jamais oublié la maison de mon enfance, la maison où je suis né, parce que dans la maison où on est né, c'est là où on apprend la vie, c'est là où on découvre le monde. C'est tout, c'est-à-dire que par les odeurs, par les couleurs, parce que ça part de cette maison-là, c'est la racine. Donc tout ce que je raconte, je pars de là. Je ne vais pas chercher ici, mais je pars de là. Et donc l'origine c'est là et la finalité c'est peut-être ici. Vous voyez, donc c'est pour ça que tout ce que je raconte, c'est à voir avec l'Afrique. J'aurais du mal à raconter quelque chose que je ne connais pas. Je suis presque obligé de raconter quelque chose que je connais par rapport à mon propre vécu, à mon enfer, tout ce que j'ai vécu. Donc j'essaie de le transformer en paradis terrestre. C'est-à-dire pour moi, c'est ça la finalité. C'est-à-dire que j'ai été là, voilà où je veux arriver. Donc, quand vous avez eu ce rôle quand vous étiez à Los Angeles, est-ce Oui. que avant ça, vous avez eu une formation d'acteur ou c'était juste c'était quelque chose, vous avez dit, je vais le faire et vous avez rencontré ces gens et vous l'avez fait? Non, j'ai fait une école d'art dramatique à Los Angeles. Et puis après, comme je n'ai pas arrêté, j'ai suivi d'autres formations hein, qui sont soit en ligne, soit des masterclass. Par exemple, pour devenir scénariste et réalisateur, là, je suis entièrement autodidacte. C'est-à-dire que je suivis des cours, des masterclass des grands cinéastes que j'aime, comme soit Spike Lee, qui est un modèle pour moi, hein, ou Scorsese, que j'aime beaucoup le cinéma aussi. Et donc, il y a d'autres aussi que je citerai peut-être pas. Et je suis un grand cinéphile, c'est-à-dire que je regarde beaucoup de films, donc j'apprends aussi et je lis beaucoup des scénarios, c'est-à-dire que toute mon école en tant que cinéaste, en tant que scénariste, je l'ai appris dans le tas, en lisant, en faisant des masterclass. J'ai suivi quand même aussi quelques ateliers de formation d'écriture de scénarios au Canada. Et puis voilà, donc c'est comme ça.
Donc, je pense que c'est une continuité, en fait. Je continue de me former au fur et à mesure. Chaque fois, je lis. Je suis très curieux de lire. Je tombe sur un bouquin et j'ai envie d'apprendre. En fait, la vie, pour moi, c'est un long apprentissage. Ouais, ça, c'est vrai. Je parlais à un autre, un acteur récemment qui disait ça et que il faut avoir une très grande, une culture générale très vaste Exact. parce qu'il faut Ça, se cultiver constamment, constamment. constamment, constamment. Surtout avec l'évolution de la technologie aussi. Donc, on a chaque fois quelque chose de nouveau qui arrive. Donc, il faut être ouvert à tout ça. Il ne faut pas se dire que moi, je sais déjà tout. La personne qui dit que je sais déjà tout, il ne sait rien, en fait, au fond. Donc, Yeah. je pense que c'est un apprentissage continuel sans arrêt, soit par la lecture, soit la musique, ou écouter les jeunes. En fait, je pense que nous tous, on a quelque chose d'apprendre de l'autre. Mhm. Par les rencontres, on apprend des choses, donc il faut être, je pense qu'il faut être attentif et être curieux plutôt. Ouais. Et surtout avec des échanges culturels, parce que vous avez vécu un peu pratiquement sur tous les continents, c'est ça? Ouais, c'est vrai, c'est une chance, hein, c'est une chance, c'est une bénédiction, mais c'est justement, c'est ma curiosité qui fait que je suis allé vers ces continents-là, où c'est la curiosité qui m'a amené. Vous voyez, par exemple, je suis très attaché avec la Chine aussi aujourd'hui, parce que j'ai fait un film en Chine, L'étranger venu d'Afrique, Oui. et j'ai l'impression que le travail n'est pas fini. Comment? C'est-à-dire que ce que je fais en Chine, j'ai l'impression que je n'ai pas fini avec la Chine. Je dois encore faire des choses avec la Chine. Donc, j'ai un projet que je développe avec les Chinois, avec Luc Benza, qui est c'est quelqu'un que j'ai rencontré justement en Chine. Et depuis, nous sommes devenus très liés. C'est un frère d'ailleurs. Hein. Et Luc Benza, j'aime beaucoup ces garçons. Donc, on a un projet en commun, un long métrage de fiction qu'on a envie de faire en Chine, et avec lui notamment comme acteur principal dans le film, parce que je crois qu'il le mérite. Et je pense je dirais qu'on a un ambassadeur en Chine aujourd'hui, c'est lui. Hein. Yeah. Donc, C'est vrai. C'est impressionnant hein, oui, de voir sa connaissance de la Chine et des arts martiaux tout à fait. traditionnels comme ça. Donc, wow, ben bravo déjà. Je suis impatiente de voir Luc Benza encore à l'écran. Ben, c'est-à-dire qu'on était censé repartir sur ce projet cette année, et il y a le Covid qui est arrivé. Yeah. Et du coup, les choses sont un peu stoppées de nouveau. Donc, parce qu'il y a le festival de Shanghai qui a eu lieu là pendant ces mois de juillet, où on était censé aller présenter le projet et puis trouver d'autres différents partenaires. Mhm. Et puis finalement, la chose a été stoppée. Oh. Ça va se faire, ça va se Ça faire. va se faire, c'est question de temps et de volonté Exact. parce que vous en avez. Ouais, ouais. Donc, déjà, donc à quel moment au cours de votre carrière avez-vous décidé de changer de casquette? Parce que vous avez dit que vous êtes acteur déjà à la base, scénariste, producteur, réalisateur. Voilà. Et donc, comment ça se fait que, à quel moment est-ce que vous avez vu opportun de porter d'autres casquettes? Ben, c'est-à-dire qu'après le film Gito Langra, j'ai eu un prix d'interprétation et puis le film a plutôt bien marché au cinéma. Le film est quand même resté pendant longtemps dans les salles de cinéma. Le film a eu la chance de sortir quand même un peu partout ici en Europe et j'ai beaucoup voyagé avec ces films-là. Alors là où j'étais déçu, parce que la plupart des rôles qu'on me proposait, alors que j'avais un très grand agent en France, la plupart des rôles qu'on me proposait ne me plaisaient pas. C'est-à-dire que c'est des rôles, je cherchais pas forcément à avoir un premier rôle parce que c'est un peu égoïste de dire ah maintenant que je viens de faire un premier rôle je ne veux que des premiers rôles. Non, parce que si vous regardez aujourd'hui même les grands acteurs, des fois ils acceptent de jouer aussi des seconds rôles ou des petits Oui, rôles. oui. C'est-à-dire que c'est le projet d'abord doit être intéressant. Alors moi j'ai un principe, c'est-à-dire que je joue pas dans un film si je ne comprends pas les concepts. C'est-à-dire que si l'Africain, c'est-à-dire le personnage lequel, comment engager, ne donne pas un sens à ce que je dois faire, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui dénigre un peu ma culture africaine, donc je ne le fais pas. Vous Mm. voyez, c'est pour ça que je suis très attaché au cinéma de Spike Lee, parce que Spike Lee, je pense, c'est
un de ces réalisateurs qui filme bien l'homme noir. Il le met toujours en avant. Il le met en avant par rapport à l'histoire. Vous voyez, donc, parce que si on commence à faire n'importe quoi, je pense qu'on recule là. Vous voyez, donc j'ai ces principes-là. Alors, comme on ne me proposait pas des rôles qui me plaisaient, c'est à partir de là que je me suis dit, il fallait que je me mette moi-même à l'écriture. Voilà pourquoi j'ai commencé à écrire, pourquoi j'ai commencé à vouloir réaliser, parce que les propositions qui me tombaient dessus, ce n'étaient pas des propositions qui me mettaient en avant. Et là, de nouveau, certes, j'ai rencontré d'autres difficultés en chemin, parce que quand tu es acteur et que tu veux devenir réalisateur, certaines personnes vont mal voir ça, mal percevoir ça. Donc, ils vont essayer chaque fois de vous barrer la route. Mais je ne suis pas quelqu'un de pleurnichard, de dire que tout le temps, non, je continue mon chemin, je me bats, je reste positif. Et donc, voilà, c'est pour ça que je me suis lancé dans le métier. Je porte pratiquement toutes les casquettes. Oui, parce que de la production jusqu'au produit final, hein, donc du début jusqu'à la fin. C'est très difficile, mais c'est une manière aussi à la fin, en fait, c'est cette satisfaction qu'on a envie d'avoir, c'est d'avoir fait quelque chose qu'on a voulu faire. Vous voyez, parce que quand vous vous engagez dans des projets que vous ne voulez pas faire, à la fin, vous n'êtes pas satisfait. Alors, pour un artiste, je pense que c'est toujours pénible. Donc, il y a beaucoup d'artistes qui refusent parfois. Moi, j'ai lu beaucoup sur Spike Lee, j'ai vu qu'il avait refusé pas mal des projets, des studios, des choses comme ça, parce qu'il n'était pas en accord avec eux. Donc, c'est ce que je peux comprendre. Oui. Je peux comprendre. Mais est-ce que vous ne pensez pas peut-être pour quelqu'un qui a de la notoriété, c'est plus facile par rapport à quelqu'un qui vient d'entrer dans le métier peut-être? Donc, on essaie un peu de prendre tout rôle et histoire de se faire un CV. Et puis après, quand on a une certaine notoriété, on peut choisir, on peut se permettre de le faire. Oui, certes, quand vous avez de la notoriété, vous pouvez choisir, ça c'est vrai. Mais vous savez, les choses fonctionnent sous deux angles, à mon avis. Hein. C'est-à-dire qu'il y a notoriété et notoriété. Aujourd'hui, nous avons par exemple, ici en Europe, il y a Omar Sy qui est la star, hein, noir. Bon, il est français, Oui. certes, mais je pense qu'il restera quand même un Africain d'origine. Oui. Même s'il est né en France, il a grandi en France. Donc, on a une star qui est Omar Sy. Je pense qu'Omar Sy, il y a beaucoup de gens qui veulent travailler déjà avec lui. Donc, lui, il peut choisir assez facilement. Ou soit il peut dire, j'aimerais jouer ce rôle-là, donc si vous pouvez écrire pour moi. Donc, il y a des scénaristes qui vont se prêter au jeu et ils vont le faire. Donc, ça devient un autre cas à part. Vous voyez? Mais à mon niveau, à moi, je suis obligé plutôt de présenter des projets jusqu'à ce qu'un des projets passe. Hein, mais du moins, c'est un projet qui me plaît. C'est un projet qui sort des métriques. Vous voyez? Et ça, ce n'est pas toujours facile. Mais pour quelqu'un, encore une fois, pour quelqu'un qui est juste acteur et qui, Oui. et qui n'écrit pas ses propres rôles, ne produit pas et tout, c'est peut-être un peu plus compliqué, non? Certes, oui, c'est beaucoup compliqué. C'est beaucoup compliqué. Parce que si vous voulez jouer, vous voyez, regardez en France, je viens de vous citer une star qui est Omar Sy. Il n'y en a pas beaucoup, hein, des Noirs comme Omar Sy. Enfin, je veux dire, ces statuts-là. Ouais. Mais il y a des acteurs noirs talentueux, il y en a beaucoup. Sauf qu'on ne leur donne peut-être pas cette opportunité de s'exprimer. C'est-à-dire de jouer dans des beaux rôles. Vous voyez, c'est par exemple, j'ai cette amie Aïssa Maïga, je pense que vous connaissez aussi. Elles ont fait ces manifestes à Cannes. Oui. Être noir n'est pas un métier. Oui. Oui, elle a raison. Elle a raison de dire ça. Parce que pourquoi on propose le rôle peut-être à Aïssa parce que c'est une belle femme, c'est une excellente actrice aussi. Mais d'un côté, est-ce que Aïssa aime tout le rôle qu'elle joue? Je ne sais pas, ça il faudrait peut-être lui poser la question à elle. Des fois, elle fait peut-être des choses parce qu'elle a une famille à nourrir, parce que il faut travailler. Donc, vous voyez, donc il y a des concessions qu'on doit faire dans la vie. On accepte ou on n'accepte pas.
Alors moi, je suis toujours dans ces principes-là, que quand ça ne me convient pas, je ne m'investis pas, je ne le fais pas. Je préfère dire non. Je préfère mourir de faim que de me dire je vais faire le sacrifice, je vais quand même le faire. Vous Oh, voyez? wow. Mais c'est des principes qui sont parfois difficiles. Mais je l'assume, hein, j'assume complètement. D'accord. Donc, c'est à partir de cet instant-là que vous avez décidé de créer votre maison de production, vu que Voilà, vous faisiez un peu tout déjà. voilà. Mais au stade actuel, donc, j'ai fait tout moi-même, mais si un jour, je l'espère, et que j'ai beaucoup plus de succès, entre guillemets, il y a un film qui fonctionne bien, qui marche, voilà, en ce moment-là, la porte était ouverte, s'est réouverte pour engager les nouveaux venus, c'est-à-dire que pour travailler avec moi. En ce moment, je suis en train de travailler aussi sur un autre projet qui reste peut-être encore confidentiel. Donc, je travaille avec 2 personnes de l'extérieur. OK. Vous voyez, mais quand ça sera peut-être beaucoup plus avancé, peut-être que je l'annoncerai. Mais pour l'instant, on est au stade primaire. Donc, c'est pour ça. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui ne veut pas travailler avec les autres. Bien sûr, je veux travailler avec les autres. Sauf qu'il faut rencontrer des vrais professionnels, des gens qui vont aller dans la même direction que vous. Parce que ça ne sert à rien d'avoir du monde si les gens ne vont pas dans la même direction que vous, parce que vous Absolument. perdez beaucoup de temps. Ouais. Vous voyez? C'est une Ça aussi. distraction. Voilà. Mhm. Voilà. Yeah. Et puis, comme je disais au début, le 7e art, c'est une discipline très difficile, très compétitive. Donc, vraiment, il faut fournir quelque chose d'accompli. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas fournir juste quelque chose comme ça qui n'est pas abouti, parce que ça va vous porter préjudice par rapport à votre travail. Oui. Et même par rapport à votre réputation aussi. Exactement. Oui, c'est une question d'image, bien sûr, bien sûr. Dans notre métier, on n'a pas droit à l'erreur, en fait. Mm. Voilà. C'est pas de pression, quoi. C'est aussi, mais en fait, la pression, je n'ai pas par rapport aux autres, la pression, c'est moi-même qui me mets la pression, c'est-à-dire que je mets la barre très haute, je me dis, ok, je veux raconter cette histoire-là, donc je vais m'investir à 1000%. Donc c'est moi, je me mets la pression pour que cette histoire-là soit aboutie. Et pour qu'elle soit aboutie, il me faut beaucoup de discipline, il faut que je travaille le plus possible pour que ça soit très bien. Il faut que je sois satisfait d'abord au départ, parce que si je suis satisfait, je pense que je saurais défendre le projet. Ouais. Après, on aime ou on n'aime pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, au moins, on est satisfait par rapport au travail qu'on vient de faire. Donc, et ceci dit, vous avez cette exigence personnelle-là, et maintenant, quand on va en dehors de soi, et quand je parle à beaucoup de producteurs, de cinéastes africains, il y a un défi, enfin pas un défi, mais des challenges. L'un d'entre eux, c'est le financement, trouver des financements pour les projets parce que peut-être les gens ne croient pas trop au 7e art. Et quelle est votre expérience par rapport à ça? Alors, le financement, c'est vrai que c'est difficile pour nous tous, hein, pour que ce soit africain ou européen, parce que c'est compétitif. Vous savez, l'argent existe, il y a des financements partout, mais justement, ces bailleurs de fonds, c'est-à-dire ceux qui investissent, hein, ils font une sélection. Quel projet qui convient le mieux pour que ça soit rentable, même si les subventions qu'on donne, on ne doit pas forcément rembourser. Vous voyez? Ouais. Il faut être compétitif soi-même, c'est-à-dire en se disant, tiens, je veux présenter un projet, il faut que le projet puisse entrer dans ces cadres-là pour avoir la subvention. Ce n'est pas gagné d'avance, mais il y a un travail énorme à accomplir. Il y a un travail énorme. D'un côté aussi, je dirais aussi que notre cinéma est peut-être aussi en retard parce qu'on ne nous fait pas non plus confiance. C'est-à-dire que la plupart des subventions, ce sont les Occidentaux, hein, les Européens qui nous donnent les subventions. Donc c'est un peu eux qui décident. C'est comme si vous voulez décider sur notre culture, quelle histoire raconter. Il y a ça aussi. Moi, je discute aussi avec mes confrères africains. Je sais, il y a pas mal, la plupart d'eux, ils se sont brouillés avec les producteurs avec lesquels ils ont travaillé
Pourquoi? Parce qu'on leur a voulu tellement dicter la manière de raconter ou de ce qu'ils devaient raconter. Ça aussi, c'est un problème. Ouais. Vous voyez, donc, de mon point de vue, c'est pour ça aussi que j'ai voulu monter ma structure ici en Europe, parce que je pensais aussi avoir cet accès aux subventions, même si j'en ai eu, hein, des fois les subventions arrivent, mais c'est difficile pour tout le monde. C'est difficile parce que là aussi, il y a la concurrence. Vous savez, je vais dire quelque chose peut-être qui va vous choquer. Je suis suisse, mais je suis africain. Maintenant, si je présente un projet ici, je l'ai entendu une fois, mais ce n'est pas quelque chose qui m'a blessé ou quoi que ce soit, mais je l'ai entendu pas mal de fois. Pourquoi on donnerait à lui un Africain et pas un autre en blanc? Vous voyez, c'est des choses aussi qui arrivent, qu'on entend aussi. Et ça, c'est la réalité à laquelle vous devez faire C'est la face. réalité, mais c'est la réalité à laquelle il faut vivre avec. Il faut l'accepter, il faut vivre avec. Oui. Et quand vous parlez de créativité, parce que ces bailleurs de fonds, comme vous avez dit, ils ont parfois le contrôle sur la créativité. Donc, on ne peut pas raconter une histoire dans un village, je ne sais pas moi, à Goma, quelque chose, parce qu'ils cherchent à rentabiliser. Donc, il faut que ce soit un projet qui puisse leur faire de l'argent, déjà, et qui puisse aussi parler au public européen, peut-être. C'est la raison pour laquelle peut-être ils veulent avoir un contrôle créatif. Voilà, c'est beaucoup plus, moi je dirais plus à ce que vous venez de dire, ils veulent plus un projet qui puisse parler au public européen. Vous voyez, parce qu'un Africain, il veut raconter une histoire pour que ça puisse peut-être parler et à l'Africain et à l'Européen. Vous voyez, mais l'Européen, il pense beaucoup plus. Les Africains, on s'en fiche. On veut que ça parle aux Européens. Yeah. Parce que c'est nous qui donnons l'argent, peut-être. Hein? Ouais. Mais c'est un peu ça. C'est un peu ça ce qu'on voit. Et c'est pour ça que notre cinéma est vraiment au ralenti. Il est vraiment au ralenti. Vous voyez, par exemple, moi, j'admire beaucoup les cinémas américains, les cinémas noirs américains. Les noirs américains, ils arrivent à s'exprimer. Pourquoi? Parce que peut-être ils parlent de leur culture. Vous voyez ce que je veux dire? Et personne ne va aller dire à un Spike Lee ou à un Denzel Washington ou à Antoine Fuqua, que j'aime aussi beaucoup le travail aujourd'hui, comment il doit raconter son histoire. Mais nous, les Africains, c'est sans cesse, on essaye de nous dire ça. C'est quelque chose qui me révolte. Moi, ça me révolte. J'ai des amis qui ont fait des films, qui ont été sélectionnés à Cannes, mais quand tu vas leur parler, il va dire, ces producteurs-là, moi, je ne lui parle plus. Pourquoi? Parce que le mec, on a tellement voulu l'obliger à raconter une histoire qui n'est pas l'histoire qu'il voulait raconter au départ. Wow. Et c'est d'où aussi, vous voyez, notre cinéma, ou ce cinéma-là a du mal à parler au public africain. Vous voyez, ce cinéma-là, hein, qui est financé par le bailleur de fonds d'ici, c'est un cinéma qui a du mal à parler chaque fois au public africain. Peut-être c'est trop... Oh. Oui, pardon. J'allais dire que c'est peut-être trop peint en blanc. Oui, c'est peut-être un peu trop peint en blanc, exactement. Au départ, j'avais pris l'exemple du cinéaste Idrissa Ouaddougou. Moi, j'aime beaucoup ces cinémas-là parce que c'est un cinéma authentique. C'est un cinéma où on voit, comme lui-même il le dit d'ailleurs, celui qui fait du cinéma, c'est l'auteur, c'est celui qui réfléchit. Vous voyez, et lui, il a réussi à le faire, à le mettre en place, et il a réussi à mettre une espèce d'empreinte. Aujourd'hui, on parle de son œuvre, parce que son œuvre est authentique. Moi, africain, je me reconnais dans ces cinémas-là. Je me reconnais dans le cinéma de Djibril Diop Mambéty. Vous voyez, parce que étant africain, même si je vis ici en Europe, mais quand je regarde des films comme Lucky Bouki ou Badou Boy ou La petite vendeur du soleil, hein, c'est des cinémas qui me parlent. Ça me parle. Vous voyez, moi j'ai connu ces deux grands cinéastes, j'ai eu l'occasion de discuter avec eux, et ce que je suis en train de dire là, ils le disaient aussi à l'époque, le combat qu'ils menaient. C'était un combat qu'il fallait se battre pour avoir cette chance, cette subvention, pour pouvoir faire le film qu'ils voulaient faire. C'était un combat. Et comment est-ce que vous voyez les choses changer, évoluer? Parce que
les gouvernements, les subventions, il faut bien que ça vienne peut-être déjà des gouvernements africains. Comment est-ce que vous voyez un peu le futur de notre cinéma? Vous savez, moi, je n'ai pas de réponses, je n'ai pas de solutions. Parce que si j'avais des réponses ou des solutions, je me présenterais aux élections. Vous voyez, le cinéma n'est pas une priorité pour nos politiciens en Afrique. Certes, il y a beaucoup plus important que ça, par exemple, sur la santé. Vous voyez, parce que je ne dirais pas que le cinéma doit passer avant la santé. L'Afrique est le continent peut-être le plus touché par rapport aux différentes maladies, aux différents problèmes sanitaires. Et je pense que la santé est très importante. Donc ça, c'est une priorité pour le gouvernement. Je respecte ça. Mais par contre, je pense qu'on a suffisamment, s'ils le voulaient, on a suffisamment de personnes riches qui ont les moyens de financer notre propre cinéma. Le cinéma noir américain, il est financé par les Noirs américains. C'est-à-dire ceux qui ont les moyens. Je suis tombé sur un article, Spike Lee, parce que je le suis dans les réseaux sociaux, il avait posté une photo où il remerciait Laurence Fishburne. C'était pour son anniversaire. Parce qu'il disait que Laurence Fishburne avait coproduit son premier long métrage. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc le gars, il avait la notoriété et il lui a tendu la main. Il a dit, tiens, je peux aider ces frères-là. Aux États-Unis, c'est ce qui se fait entre eux, hein, ils s'entraident. Nous, en Afrique, on a des gens qui sont capables de financer notre cinéma sans compter les gouvernements. Parce que les politiciens, ils ont d'autres problèmes à résoudre. Notamment, comme la santé, je viens de le dire. Vous voyez? Mais il y a assez d'hommes d'affaires qui sont richissimes, hein, je dirais. Hein. Je ne citerai pas des noms ici, je ne le connais pas personnellement, mais je sais qu'ils ont les moyens, ils peuvent financer le cinéma africain. Il y en a. Ils peuvent faire un geste en disant, OK, on va financer notre propre culture. Les Chinois, ils financent leur culture et c'est eux qui financent le cinéma chinois. Donc, ce sont des hommes d'affaires. Vous voyez, nous aussi en Afrique, on a ces gens-là. Moi, je pense que la solution viendrait de ces gens-là. C'est juste une question de volonté. Volonté peut-être aussi, mais c'est une question aussi des cultures. S'ils veulent défendre notre culture dans ce sens-là, en disant que, bon, maintenant, on va écrire notre propre cinéma, on va mettre de l'argent. Ils peuvent le faire. Nous ne cherchons pas, vous savez, on ne doit pas forcément mettre des gros budgets pour faire du beau cinéma. On peut faire avec peu de moyens quelque chose de beau. C'est faisable. C'est faisable. Donc la solution, à mon avis, viendrait plutôt de cette communauté des gens riches qui ont les moyens, qui peuvent décider du jour au lendemain, OK, on va investir. J'ai lu par la presse, certains de ces gens-là, ils sont plus intéressés à l'art, c'est-à-dire tout ce qui est peinture ou masque, ou des choses de l'art africain, c'est-à-dire qu'ils veulent les acheter pour le mettre dans leur palais. Vous voyez? Mais si un jour ils pouvaient changer d'avis à dire que nous pouvons aussi contribuer pour le cinéma, eux, ils ont les moyens. Ils ont les fonds pour. Oui, absolument. Et surtout que le cinéma est quelque part un ambassadeur de la culture. Absolument. C'est un outil d'expression. Vous voyez, c'est-à-dire que plus nous allons raconter nos histoires de nous, Africains, à l'écran, plus le monde extérieur va nous voir aussi, c'est-à-dire sous un autre angle. Ce n'est pas seulement que le masque africain qu'il faut aller mettre dans les musées ou montrer à ses amis riches. Tiens, regardez ces masques. Et c'est ça, c'est un masque ancien de 10e siècle ou Dieu, peu importe, mais on doit raconter nos histoires. Et nos histoires, il faut le financer. Surtout les histoires contemporaines, parce que, encore une fois, les gens ont tendance, quand on pense à l'Afrique, c'est pas l'Afrique de Sembène Ousmane. Vous voyez, ça a évolué. Donc, montrer l'Afrique contemporaine telle qu'elle est aujourd'hui et vibrante avec cette jeunesse-là qui en veut. Exactement. Exactement. Et je dirais même, plus on va faire ces cinémas-là, plus le jeune Africain qui vit en Afrique, ça va lui ôter cette idée d'aller tenter sa vie à traverser l'Atlantique, prendre le risque, parce qu'en pensant que, tiens, en Occident, c'est là que ça se passe, alors je vais y aller dans tous les...
voyez, c'est juste une question de mentalité. Ça prend peut-être beaucoup de courage pour que les gens changent, mais moi, je pense qu'on peut changer si on veut. Mais il faut commencer quelque part. Et commencer, c'est ces gens-là, c'est eux qui ont le moyen de pouvoir financer notre culture, notre cinéma. Ouais, donc c'est question d'éducation parce que peut-être ils ne savent pas C'est question l'importance, en d'éducation. fait, l'importance de la culture. Ouais, c'est question d'éducation. Et j'irai peut-être dans votre sens aussi parce que, comme vous êtes journaliste, vous faites des choses que vous faites, vous auriez peut-être l'occasion de croiser ces gens-là qui ont ces pouvoirs de financer. Vous pouvez peut-être les éduquer d'une façon. Éduquer, ça ne veut pas dans le sens de dire que, voilà, il faut aller à l'école. Non. Vous Ouais, pouvez leur transmettre ce genre de message en leur disant que pensez un peu à aider les cinémas africains parce que le cinéma africain est en retard aujourd'hui. Ce n'est pas les politiciens. Les politiciens, ils ont beaucoup de choses à résoudre. Il y a l'éducation, il y a la santé. Vous voyez, il y a beaucoup de choses à résoudre. ouais, Donc, ce n'est pas une priorité pour eux, le cinéma. absolument. Ils peuvent contribuer à leur façon, hein, les politiciens. Mais moi, je n'attendrai pas financièrement de la part de nos gouvernements. Je n'attendrai pas financièrement de leur part. Financièrement, j'attendrai plutôt des personnes, des personnalités riches. Il y en a beaucoup en Afrique. Oh, absolument. J'avais vu une liste, mais moi, il y en avait que je ne connaissais même pas. Je me Ouais. suis dit, ah tiens, mais ils sont là, On a vu, silencieux, on a vu peut-être la même liste. silencieux. Et moi, venant du Cameroun, il y avait une dizaine de Camerounais. Je me suis dit, ben dis donc, Oui, voilà. d'où ils sortent? Qui Et sont voilà. ces gens-là? Ils ont les moyens, mais c'est comme vous disiez, je crois que c'est une question d'éducation. Je dis, mais attendez, avec le moyen que vous avez, vous pouvez donner un tout petit peu pour la culture, le cinéma. Ouais, Vous absolument. n'allez rien perdre de votre fortune. C'est juste une Ah, question d'éducation. Mais non, on ben, a vu la même liste. peut-être que vous et moi, on doit parler et on va aller faire du lobbying. Ah, bah, avec plaisir. Moi, je viens volontiers. Je viens pas pour qu'on finance mon cinéma à moi. Non, moi, je suis pour l'avancement de tous les artistes africains, qu'on arrive à faire quelque chose qui fonctionne. Vous savez, j'ai vu en Chine comment les Chinois fonctionnent entre eux. Ils travaillent entre eux, ils s'entraident. Les Américains, Noirs américains, parce que le fait que j'ai vécu à Los Angeles, j'ai vu comment ils fonctionnent. Ils travaillent entre eux. Ils travaillent entre eux, ils s'entraident. Je viens de donner l'exemple de Spike Lee. Spike Lee, aujourd'hui, il dit d'ailleurs que si je suis là, parce que mes frères m'ont donné la main, ils m'ont aidé à être là où je suis. Mais Ouais. nous, en Afrique, ça ne se fait pas encore aujourd'hui. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage parce Mais que c'est dû à quoi, à votre avis? c'est dû peut-être parce que je ne veux même pas parler des histoires de jalousie, des choses que je pense. Moi, je suis au-dessus de ça. Vous voyez, moi, je suis plus quelqu'un, je suis prêt à aider un frère. Si c'est sa chance, c'est sa chance. Donc, je suis prêt même à travailler pour lui, pour qu'il y arrive. Parce qu'en fait, quand il va arriver, moi, je vais applaudir, je serai satisfait. Vous voyez, donc, je vais contribuer à sa réussite parce que c'est sa réussite. C'est vrai que nous, les Africains, on a encore beaucoup ce problème de jalousie entre nous. C'est-à-dire qu'on ne peut pas travailler entre nous. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie de voir l'autre réussir. Vous voyez, c'est un peu idiot. Hein. C'est une mentalité qui reste encore villageois presque. Hein. Et il y a même, je pense, certains villageois qui sont même encore beaucoup plus en avance par rapport à Ça, c'est ça. vrai. Yeah. Vous voyez, donc, mais on devrait dépasser ce type de problème, Ouais. je pense. Dépasser les problèmes de personnes pour pouvoir faire avancer la communauté tout entière. Mais c'est ça qu'il faut faire avancer la communauté entière. Comme je disais, le 7e art, c'est une discipline extrêmement difficile. Je pense que c'est si tout le monde pouvait déjà comprendre que c'est difficile, donc on va se mettre ensemble, se soutenir si on veut y arriver. C'est-à-dire que si la communauté se soutient, c'est là où on va écrire notre cinéma. C'est là que notre cinéma va être. Demain, on va parler de notre cinéma. Parce qu'aujourd'hui, quand vous posez les gens la question ici, parlez-moi du cinéma africain, il y a à peine un ou deux réalisateurs qui sont là dont les gens parlent. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont peut-être eu cette chance d'être soutenus par le bailleur de fonds occidental. C'est très bien. Mais
Ce n'est pas les talents qui manquent, il y a d'autres talents aussi derrière. Absolument. Mais c'est à nous, notre communauté, de se souder, de se dire, bon, on va se soutenir. Vous savez, j'aime cette époque du néoréalisme italien, par exemple. À cette époque-là, il n'y avait pas de moyens. Et vous savez comment les Italiens ils ont fait des films qui restent aujourd'hui, des films d'anthologie, des films de légende, parce qu'ils avaient créé des associations, des coopératives. C'est-à-dire qu'ils se mettaient ensemble pour travailler pour une idée, pour un projet. Ils venaient pour travailler pour le projet, en sachant qu'il n'y a pas d'argent pour nous tous. Mais nous allons travailler pour le projet d'un frère ou une sœur. Bon, à l'époque, peut-être c'était beaucoup plus des hommes. Hein. C'est notre problème. Mais ils sont arrivés, ils ont écrit l'histoire du cinéma italien, du néoréalisme. Le cinéma de l'ex-URSS, c'était pareil aussi. Parce qu'il n'y avait pas de moyens, il n'y avait pas d'argent. Donc, c'était des gens qui se mettaient ensemble pour une cause, pour un projet. Peut-être après avoir vu cette interview, certains de nos frères vont pouvoir avoir un moment de réflexion et peut-être changer leur façon de voir les choses. Mais moi, je l'espère, mais je pense que l'avenir de l'Afrique viendra de ce type de réflexion. C'est-à-dire en se disant qu'au lieu d'être égoïste, de dire que moi, sortons de ces moi, faisons quelque chose de communautaire, ensemble. Qu'une fois quelque chose est réussi, on va nous remarquer. Et après, ça sera le tour de l'autre. Parce que le néoréalisme, c'est comme ça qu'ils ont fonctionné. Hein. C'est-à-dire que, bon, on va travailler pour le projet d'Édouard. Nous tous, on se met sur le projet d'Édouard. Une fois que le projet d'Édouard est abouti, il est vu, le prochain, ce sera le projet de Roger. Après, ce sera le projet d'un tel. Vous voyez, on est en même temps en train de former des gens, nous tous, en se mettant ensemble. Ouais. C'est très important. C'est très important. Mais cet égoïsme est tellement ancré dans notre culture que c'est ça qu'il faut commencer déjà. Et les Américains, ils ont compris ça. Les Noirs américains, ils ont compris ça. Parce que j'avais eu ces discussions quand j'étais à Los Angeles. J'avais souvent eu ce genre de discussions avec le Noir américain. Hein. Ils disaient, vous les Africains, vous êtes... En fait, vous vous battez encore là où nous, on a été. Vous voyez, parce que... Je donne un exemple, Black Lives Matter. On est d'accord. Ça vient des États-Unis avec cette différence. Mais vous avez vu le nombre de Noirs qui sont descendus dans la rue. Et pratiquement le monde entier est entré dans la communauté. Ouais. Mais nous, en Afrique, on est loin de ces genres de manifestations. Et pourtant, on pouvait faire ce genre de manifestations. Eh oui. Ben, peut-être on va se réveiller, la jeunesse, peut-être. Et avec des gens comme vous qui soutiennent la jeunesse et qui encouragent des dialogues, un jour. Non, mais je pense, oui, ça va changer. Hein, ça va changer. Un jour, les choses vont changer. Les jeunes vont commencer à penser différemment en se disant, bon, c'est fini ces types d'égoïsme, de tirer chaque fois la couverture sur soi. Vous savez, c'est parce que je donne aussi des directions de cours d'acteurs. Un bon acteur, c'est quelqu'un qui arrive à voir la beauté des choses qu'on lui propose. Un mauvais acteur, c'est celui qui n'arrive pas à sortir de son moi. Et ça se verra à l'écran. Nous, les spectateurs, on va dire, mais qu'est-ce qu'il est mauvais acteur, le mec? C'est parce que, en fait, il ne partage pas. Un bon acteur, c'est quelqu'un qui partage. C'est quelqu'un qui regarde la beauté des choses qu'on lui donne, qu'on lui montre. C'est pour ça que je suis grand fan de Denzel Washington. Parce que c'est un acteur, dans son jeu, il est généreux. Travailler avec cet acteur-là, quand tu es en face de lui, ça se voit à l'écran. Il te donne en fait, il te fait de toi meilleur. Et un mauvais acteur, c'est quelqu'un qui ne fait pas de toi meilleur. C'est ça le travail d'un acteur. Wow. Et c'est la même chose. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'ai appris. J'ai appris et puis aujourd'hui, je le pratique au quotidien dans mon travail et puis dans ma vision aussi du monde, de la vie, de notre culture en Afrique.
Je pense qu'il faut être en communauté, il faut travailler dans cette communauté. Il faut aller vers là-dedans et soutenir. Tiens, il a un projet, il a une idée, l'idée elle est sympa, elle est super. Tiens, on va tous s'y mettre. Moi, je fonctionne comme ça en fait. D'accord. Donc, après avoir vu cette interview, si vous avez des gens qui vous contactent, hein, vous ne serez Ben, pas surpris, quoi. oh non, mais écoutez, moi je vous remercie sincèrement. J'avais fait ces courts-métrages parce que vous l'avez vu. Hein, et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, je suis parti de votre titre en anglais. Hein. Vous avez dit, avec peu de choses, on peut faire quelque chose de bien. C'est ce que vous avez écrit comme article et ça m'avait touché. Moi, j'avais bien aimé. Moi, j'avais fait ça parce qu'on était dans un confinement, on n'avait pas droit de sortir, on devait rester chez soi. Je me suis dit, bon, il faut créer, il faut continuer, la création continue. C'est pour ça que j'ai pris mon iPhone et j'ai voulu faire quelque chose. Et voilà. Du coup, ce petit film, il a été vu plusieurs fois, vous l'avez partagé, vous en avez parlé, les gens, ils ont vu. Et puis, du coup, j'ai un retour qui est déjà énorme. Les gens, ils me disent, tiens, j'aime bien ton petit film là que tu as fait avec ton iPhone. Mais écoutez, c'est un film sans prétention. Je ne l'avais pas fait avec, en me disant, tiens, je veux me faire remarquer. Non, je l'ai fait parce que j'avais envie de faire quelque chose, de raconter une histoire pendant ces confinements. Parce que le confinement ne va pas m'arrêter. Je crois que c'est Picasso qui le dit. Hein, on me met en prison, j'arriverai toujours à peindre. Parce que la création, c'est en vous. Vous êtes un artiste. Donc, quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez, c'est inné, quoi. Donc, Tout ça à va fait. sortir. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est une richesse d'ailleurs. Peu importe, on te met dans un trou, dans un truc où tu n'as pas droit à la lumière, mais tu peux toujours faire quelque chose par rapport à la situation dans laquelle tu es. Mhm. Si vraiment ta volonté est là, tu sais, c'est ça, je ne sais faire autre chose que ça, ben, tu arriveras à faire quelque chose. Et moi, je le vois, je suis très sensible, que ce soit à la photo, la peinture ou une image que j'ai vue, je vois que cette image-là a été faite avec passion. C'est sorti des tripes. Vous Mm. voyez, ça se voit. L'image ne trompe pas, vous savez. Ouais. L'image ne trompe pas. Et comme vous avez dit, il faut peu de moyens. Vous avez fait ce court-métrage qui parle de vous en tant qu'acteur, Oui. confinement et un moment de réflexion par rapport à cette situation-là. Donc, il ne faut pas beaucoup de moyens pour créer, en fait. Non, parce que nous, quand je dis nous, c'est-à-dire notre cinéma africain, on n'a déjà pas beaucoup de moyens, donc je pense qu'il ne faut pas rêver à avoir énormément de moyens. Je pense qu'avec peu de moyens, on peut faire des films. Vous savez, je me documente, je me cultive. J'ai vu, il y avait un producteur américain qui avait donné presque un coup de pouce à plein de célèbres réalisateurs aujourd'hui, dont Martin Scorsese ou Francis Ford Coppola. Ils avaient commencé avec un producteur américain, je crois que c'est Roger Corman hein, à l'époque. Okay. C'est-à-dire qu'il avait dit, moi je mets 250 000 $ pour faire un long métrage. C'est-à-dire qu'il mettait 250 000 $ aux États-Unis, ce n'était pas énorme pour un long métrage. Mais les réalisateurs, ils se sont adaptés et ils ont fait des films. Il y a eu plein de films qui ont été faits avec des micro-budgets. Je suis fan d'un autre producteur aux États-Unis. Bon, lui, il s'est spécialisé dans le cinéma d'horreur, hein, mais je pense que tout le monde aime le cinéma d'horreur. C'est Blumhouse, je crois que ça s'appelle. Oui, Blumhouse. C'est lui qui a produit Paranormal Activity. C'est ça, hein? Ouais, et puis il produit des films d'horreur. Alors lui, c'est lui qui a produit Get Out. Get Out. Oh, ok. Voilà. Lui, il a un principe. C'est-à-dire qu'il produit des films à petit budget. Il a une limite, je crois que c'est 3 millions de $. Il ne dépasse jamais ces budgets-là. Et tous les films qu'il a produits, c'est des films qui ont rapporté des centaines de millions de $. Vous voyez sa politique? Ouais. Parce qu'il s'est dit, moi, pourquoi je vais investir beaucoup de millions dans un film? Non. Donc, je pense que notre culture africaine peut fonctionner aussi comme ça. On parlait tout à l'heure des gens qui ont de l'argent, qui sont riches. Écoutez, s'ils donnent une enveloppe en disant, je veux
admettons, il dit, je donne 10 millions de dollars, mais sur le 10 millions de dollars, je veux voir au moins, minimum, 10 films, 10 longs métrages. Mais il faudrait que ça soit 10 longs métrages de qualité. Donc, c'est aux réalisateurs, aux gens de bosser. 1 million de dollars pour un long métrage, ce n'est pas énorme. Mais avec 1 million de dollars, on peut faire un excellent film. On peut. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc, je pense qu'il faut sortir de ses rêves, de se dire, ah, j'ai besoin de plusieurs millions pour faire mon film. S'il y a, pourquoi pas? Vous voyez, si quelqu'un vous donne plusieurs millions pour faire un film, pourquoi pas? Mais sincèrement, je pense qu'avec notre cinéma d'Afrique, ce n'est pas pour diminuer, écraser notre cinéma. Non, il faut voir la réalité des choses. Vous voyez, la réalité est qu'on n'a pas beaucoup de films qui se font en Afrique. Peut-être beaucoup se font, mais pas de très bonne qualité. Mais je parle, on est en train de parler des films de qualité. Je pense qu'avec 1 million de dollars, on peut faire un excellent film de qualité qui ira même jusqu'aux Oscars. On peut. C'est aussi question d'encadrement, vous voyez? C'est-à-dire de se dire qu'il faut encadrer les gens. Parce qu'en s'entourant avec les meilleurs, qu'on devient meilleur. Si vous vous entourez des gens qui viennent juste pour vous piquer votre argent, vous n'allez pas avancer. Donc, parlons de distribution, parce que c'est ce dont il est question, hein, un Oui. peu. Que pensez-vous de la présence de Netflix en Afrique? Parce que déjà, ils sont en Afrique du Sud, ils produisent je pense, Queen Sono, c'est original à Netflix. C'est juste. Il y a Netflix Nigeria à Nollywood et tout. Que pensez-vous de l'implantation de Netflix en Afrique? Ben, je pense que c'est une excellente idée parce qu'on ne va pas cracher dessus. Hein, parce que déjà que Netflix s'intéresse en Afrique, c'est aussi une manière que les Africains puissent voir leur propre production. C'est un peu ça l'idée normalement hein, derrière Netflix. Parce que Netflix essaye que les gens puissent voir la plupart de leur propre culture. Alors, je pense que c'est positif. Maintenant, là aussi, il y a une politique quand même derrière Netflix, parce que j'ai vu comment ça fonctionne Netflix. Hein. Netflix n'accepte que de projets par rapport aux producteurs qui ont déjà travaillé avec eux, une des choses, ou ils n'acceptent de projets qui passent par un agent artistique littéraire. Donc la question qui se pose maintenant, et si vous n'avez pas d'agent, vous faites quoi? Et si vous n'avez pas travaillé avec un producteur qui a travaillé avec Netflix, ça devient aussi un problème. Donc, Netflix, d'une manière ou d'une autre, continue de faire aussi, fonctionner aussi comme la plupart des bailleurs de fonds ici font. C'est-à-dire que je veux avoir le contrôle sur cette culture-là, je veux leur dicter qu'est-ce qu'il faut raconter. C'est un peu ça. Ouais. Et comment le faire? Parce qu'ils ont une fiche technique. Il y a certaines caméras qu'il faut utiliser. C'est très spécifique. Donc, si vous sortez de ce cadre-là, ben, vous n'êtes pas qualifié pour envoyer votre projet à Netflix. Tout à fait. D'une manière ou d'une autre, je ne cracherai pas s'ils viennent avec ces technologies que nous n'avons pas. Pourquoi pas? On peut toujours profiter. Mais je pense que les choses peuvent être faites aussi de manière pour aider aussi le cinéma africain à pouvoir se réinventer. Vous voyez, Netflix a des moyens que nous n'avons pas. Mais je pense que Netflix, c'est au moins, ne devrait pas aller dans le même sens comme les autres bailleurs de fonds qui n'ont pas beaucoup aidé les cinémas africains. Parce que le cinéma africain, on n'a pas été aidé comme il fallait. Oui, je vais dire peut-être quelque chose qui ne va pas plaire. On parle des Chinois qui sont maintenant partout en Afrique. Moi, depuis en Suisse ici, ce que je vois, je pense que les Occidentaux sont jaloux des Chinois. Parce qu'en fait, les Chinois, d'une façon, sont en train peut-être d'accomplir ce qu'eux, ils n'ont pas accompli en Afrique. Même si, je ne sais pas, hein, forcément, les Chinois profitent aussi de cette opportunité pour c'est toujours hein. couteau à double tranchant. Voilà, c'est toujours couteau à double tranchant. Mais je pense que
il y a une forme de jalousie qui est là entre les Occidentaux et les Chinois par rapport à l'Afrique. Bah, écoutez, au début de notre conversation, je vous ai dit que tout est lié, tout ce que je fais est lié avec l'Afrique. Pourquoi? Parce que moi, je suis peut-être le premier à être en colère par rapport à ce que l'Occident est en train de faire en Afrique. C'est eux qui nous ont pillés, qui ont rendu l'Afrique pauvre, dans la misérabilité dans laquelle nous sommes. On est d'accord? Oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils ferment les frontières pour qu'aucun migrant ne puisse entrer. Quand vous avez des bateaux avec des migrants qui sont en train de mourir, couler dans l'océan, et qu'en Italie, en Sicile, je ne sais pas si vous l'avez sans doute suivi, on refusait que ces bateaux puissent accoster. Yeah. Pourtant, il y avait des mourants dans le bateau. C'est révoltant, non? C'est des images révoltantes. Quand vous regardez ça, vous dites, merde alors. Moi, j'ai apprécié, il y a un journaliste italien qui est monté au créneau, il a dit, non, on n'a pas le droit de faire ça. C'est nous sommes responsables que ces gens-là, ils sont là. Parce qu'on a pillé leur continent. Et les gens, ils pensent maintenant, en allant en Occident, c'est là où on va trouver peut-être une vie meilleure. Et maintenant, vous fermez les frontières. C'est révoltant. C'est révoltant. Vous voyez, moi, c'est ce type de projet que je porte sur mes épaules. Oui, parce que c'est des projets que j'ai envie de faire parce que je trouve que ce n'est pas juste ce qui arrive à l'Africain. C'est révoltant tout ce que nous voyons, tout ce qu'on nous montre. Donc Netflix, j'espère que Netflix va aider le cinéma africain à être vu et à faire des choses. Mais comme je disais, parce que moi-même, j'ai voulu faire passer des projets à Netflix, hein, mais j'ai vu comment les critères. Il faut passer par un producteur ou une maison de production qui a déjà travaillé avec nous. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Moi, j'en connais aucun. Voilà. Ou il faut passer par un agent artistique littéraire. Vous voyez, donc c'est toujours à double tranchant quelque part. Dommage. Ben, il faudra qu'on se relève soi-même. Hein? Donc, bon, parlons de projets. Vous avez cité certains projets. Vous faites des documentaires, des courts-métrages et des longs-métrages, c'est ça? Alors, long métrage, je suis en plein travail là-dessus et le problème, c'est toujours aussi des financements, hein, c'est de trouver des financements. Je travaille sur un projet en Chine. Bon, le projet en Chine, c'est vrai que c'est eux, les Chinois, qui veulent le financer à leur rythme. Hein. Quand je dis à leur rythme, c'est-à-dire qu'il faut attendre la bonne période. En ce moment, c'était censé que j'aille là-bas. Il y a les Covid qui est arrivé, donc les choses se sont encore retardées. Et sinon, j'ai un projet de long métrage ici en Suisse. Et puis un projet de série. Ah, Ouais, projet de série. Ouais. d'accord. Et alors, où est-ce qu'on peut trouver votre travail, vos films déjà que vous avez fait, si jamais Alors, vous voulez voir? normalement, je suis en train de préparer un DVD qui va sortir là, parce que moi j'ai tourné à l'époque de pellicule. C'est pas vieux, hein, parce qu'on vient de passer de numérique il y a quelques années. Ouais. Donc, il y a beaucoup de laboratoires. Tous mes projets mes films ont été développés en France. Donc, il y a beaucoup de laboratoires qui ont fermé. L'éclair a fermé. Donc, il y a beaucoup de choses, enfin, fermé. Les départements pellicules, il y a beaucoup de choses qui ont été fermées, donc tout est passé. Donc, on est en train de regrouper tous mes films pour le numériser. Donc, je suis censé sortir un DVD, j'espère, d'ici la fin de l'année. Ok, d'accord. Et pour l'instant, où vous trouvez sur les réseaux sociaux? Sur les réseaux sociaux, j'ai mon site internet qui est le filmdelabas.com. Sinon, je suis aussi très présent sur Facebook, toujours avec le même nom, hein, les films de là-bas Productions. Et sur Instagram, la même chose, hein, on me trouve aussi sur le film de là-bas. Sur Twitter, c'est pareil aussi. D'accord. Ou LinkedIn aussi. Donc, je suis devenu, d'ailleurs, c'est depuis le confinement, où je poste régulièrement une image de mon travail, de ce que je fais, pratiquement tous les jours. Je poste une photo de mes travaux pour inciter les gens à voir ce que je suis en train de faire, sur quoi je suis préoccupé en ce moment. Donc, on peut me trouver assez facilement, en fait.
D'accord. Le film là-bas est assez présent dans les réseaux sociaux. Ben, merci infiniment, Joseph, pour le temps que nous avons passé ensemble. J'ai beaucoup appris et certainement ceux qui vont nous regarder vont apprendre beaucoup. Et je vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci à vous de me donner cette opportunité de m'exprimer et surtout de vous être intéressé à mon travail. C'est vraiment, je vous remercie infiniment parce que c'est grâce à vous que nous aussi on existe. Hein, parce qu'on peut faire notre travail si les journalistes ne nous voient pas, c'est aussi un handicap aussi. Hein. Donc c'est vrai que recevoir un soutien de votre part, ça me touche et puis je trouve ça encourageant. Donc merci. Bonne soirée à Genève et on se parle très bientôt. À bientôt, merci.